Bonjour, je me présente, Christophe Oberkveld, je travaille comme hydrologue aux Pays-Bas où je réside depuis 27 ans. Et dans cette vidéo, je vous propose d'aborder une question relativement peu connue, à savoir le problème des réserves limitées en eau souterraine douce aux Pays-Bas. Alors la question peut surprendre parce qu'on associe les Pays-Bas donc à une longue histoire de lutte contre les inondations en provenance aussi bien de la mer que des fleuves qui traversent le pays. Et ce que je vous propose, c'est tout d'abord de décrire le contexte hydrogéologique du pays, essayer d'expliquer pourquoi on a affaire à des réserves limitées en eau souterraine douce, et ensuite évoquer quelques points de gestion active des aquifères aux Pays-Bas pour faire face à ce problème de manque de réserves en eau douce souterraine. Alors quelques éléments de géologie et de géomorphologie. Les Pays-Bas se trouvent en bordure sud-est du bassin de subsidence de la mer du Nord. En fait, le pays pivote avec la partie nord qui s'affaisse et une petite partie sud, le Limbourg, la région de Maastricht, qui se soulève. Et la majeure partie des aquifères qui sont impliqués actuellement dans le cycle hydrologique aux Pays-Bas sont des alluvions fluviales d'origine plio-pléistocène, d'épaisseur qui varie de 300 mètres à l'ouest du pays à quelques mètres dans l'est du pays. Alors il s'agit d'aquifères sableux avec une granulométrie qui varie du sable fin au sable grossier, voire à du gravier. Il faut noter aussi la présence d'intercalations argileuses qui rendent l'écoulement vertical en général plus difficile. On parle donc d'aquifères de ce point de vue-là anisotropes. Et à noter dans l'ouest du pays, donc une couverture de tourbe et d'argile, en partie excavée au Moyen Âge. Et c'est la région qui correspond au pays des polders et qui confine partiellement les aquifères du Pléistocène. Des éléments de géomorphologie importants, à part évidemment les dunes côtières, ce sont les moraines sableuses dans l'est du pays, d'origine glaciaire, qui datent de l'avant-dernière glaciation, donc le Salien, et comme on le verra, qui sont fondamentales pour le développement d'aquifères d'eau douce profonds. Alors une exception géologique aux Pays-Bas, c'est le Limbourg, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc une région qui se soulève avec des affleurements calcaires du Crétacé, et on y trouve même des aquifères dans le karst, qui sont même exploités avec, autant que je sache, 700 000 mètres cubes par an. Un mot sur la topographie qui détermine quand même les systèmes d'écoulement des eaux souterraines, même dans un pays comme les Pays-Bas où l'altitude moyenne n'est pas très élevée. Et sur cette carte, vous voyez en gris la partie du pays qui se trouve sous le niveau de la mer. Et dans les teintes bleues, vous voyez la surface du pays qui s'élève de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors, sachant que la recharge naturelle des aquifères aux Pays-Bas se fait essentiellement dans ces régions un petit peu surélevées, on comprend que cette topographie particulière est un facteur limitant dans la recharge naturelle des aquifères. Voilà, j'ai rajouté quelques photos de paysages pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on voit au-dessus de la surface du sol. Et on voit sur cette coupe ouest-est plus particulièrement le rôle déterminant du relief sur la recharge des aquifères, avec en bleu un petit peu plus foncé les aquifères d'eau douce qui se développent sous les dunes et sous les moraines sableuses du centre et de l'est du pays. Alors à noter aussi sur cette coupe ce qu'on appelle ici la base hydrogéologique, qui correspond à des formations d'âge pliocène, des formations marines imperméables, en dessous desquelles les eaux souterraines ne participent plus au cycle hydrogéologique. Les systèmes d'écoulement de nappes sont encore une fois schématisés sur cette coupe, où on voit bien que l'eau qui s'infiltre à basse altitude est drainée localement et constitue en fait des systèmes d'écoulement locaux qui sont nichés dans des systèmes d'écoulement régionaux qui partent des hauteurs topographiques. Et on voit que des aquifères se développent aussi sous les rivières qui en général s'infiltrent aux Pays-Bas, mais qui ne résultent pas en volume suffisant pour être exploités à grande échelle. Et à noter aussi dans la moitié ouest du pays la couverture de tourbes et d'argile, encore une fois, qui confinent partiellement les aquifères du Pléistocène. Et en fait, on peut comparer l'ouest des Pays-Bas à un bateau dont la coque est perforée et dans lequel il faut constamment pomper l'eau pour rester au sec. Et finalement, si on fait un bilan hydrologique du pays,
On en arrive à l'explication de ce manque d'eau douce souterraine aux Pays-Bas, à savoir que la grande partie de l'eau de pluie ou de rivière qui s'infiltre est drainée localement, ce qui ne permet pas de développer des aquifères profonds exploitables, donc des aquifères d'eau douce. Et ces aquifères profonds exploitables d'eau douce ne se développent que sous les hauteurs topographiques constituées notamment par les dunes et les moraines sableuses que j'ai évoquées tout à l'heure, mais qui ne représentent qu'une petite partie de la surface du pays. Face à ce problème de manque d'eau douce souterraine, les Pays-Bas ont adopté une pratique de gestion des aquifères à la fois ingénieuse et rigoureuse. Depuis 1956, les Pays-Bas ont recours à la pratique de la recharge artificielle d'aquifères sous les dunes de la mer du Nord. L'eau est pompée du Rhin et de la Meuse et donc sont infiltrées dans les dunes au moyen de bassins de filtration et de canaux. Et après plus de 60 ans de pratique, le système est bien rodé. L'interface eau souterraine douce, eau souterraine salée est stabilisée et 20% de la production d'eau potable, notamment pour la ville d'Amsterdam, est produite donc à partir d'eau souterraine rechargée artificiellement. Parallèlement à cette adaptation technique face à ce manque de réserves en eau souterraine douce, les Pays-Bas se sont dotés d'une législation très stricte pour protéger donc les eaux souterraines disponibles. Et on peut dire que cette politique a évolué de l'ambition des années 80 à tout dépolluer. On s'imaginait à l'époque avoir affaire à 350 sites pollués, on pensait s'en tirer pour un demi-milliard d'euros. En 1997, on s'est rendu compte qu'il y avait 70 000 sites à dépolluer et la facture serait 100 fois supérieure. Et on s'y résignait finalement de façon un petit peu réaliste à se contenter d'observer, d'isoler autant que possible les pollutions en présence. Et en parallèle à cette législation rigoureuse, ce qui est encore plus intéressant à mon avis, c'est de noter que les Pays-Bas ont énormément investi dans un système d'observation des niveaux de nappes phréatiques. Les données sont mises à disposition publiquement sur le site d'InnoLocket. Et plus intéressant, c'est l'interprétation de ces données de fluctuation. J'en ai même fait un sujet de thèse à l'université de Delft. Ce qu'il faut retenir surtout pour l'instant, c'est que déjà c'est important de détecter des variations du régime de fluctuation et surtout de comprendre quelles en sont les causes et c'est pas toujours dû à une surexploitation des aquifères ou à des variations climatiques. Et dans un exemple développé dans ma thèse, on montre par exemple que un changement de régime de fluctuation était en fait dû à une augmentation de la capacité de drainage d'une rivière. Voilà, on en arrive à la fin de cette présentation. Et en guise de conclusion, ce que je vous propose de retenir, c'est que contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, les Pays-Bas ne disposent pas de grandes réserves d'eau souterraine douce. Au contraire, on est quasiment en situation de pénurie, essentiellement pour des raisons topographiques. La surface du pays suffisamment élevée pour permettre la recharge naturelle d'aquifères d'eau douce exploitables est trop faible. Et face à ce problème, les Pays-Bas se sont adaptés avec la mise en œuvre, alors, d'une part, d'un système de recharge artificielle des aquifères sous les dunes, d'autre part, d'une législation très stricte en matière de pollution des nappes phréatiques, et d'autre part, d'un réseau très dense de piézomètres d'observation. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de noter le programme ambitieux de recherche en hydrologie des eaux souterraines avec un accent particulier sur l'analyse des chroniques piézométriques. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas évidemment à me contacter si vous avez des questions au sujet de cet exposé.